À Neuf, pendant que Paris brûlait sous les flammes révolutionnaires dans les caves de l'Abbaye Saint-Rémy de Reims, on découvrit 53 squelettes de femmes enchaînés aux murs de pierre. Tout portait encore les restes de robes de soins nobles. Aucune n'avait été enterrée selon les rites chrétiens. Et toutes avaient disparu officiellement des registres civils des décennies auparavant. Mais avant de plonger dans cette histoire que l'histoire officielle a voulu, oubliez, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Ces témoignages du passé ne doivent jamais être perdus. Cette découverte macabre révéla l'un des scandales les plus sombres de l'Ancien Régime français. L'empire secret de la famille Montverdi, ces marchands florentins devenus l'une des lignées les plus influentes de Champagne. Au début du XVIIIe siècle, Reims demeurait l'une des cités les plus puissantes du royaume de France. Ville du Sacre des Rois, elle abritait non seulement la cathédrale Notre-Dame, où se déroulaient les couronnements royaux, mais aussi plusieurs institutions religieuses d'une richesse considérable. L'Abbaye Saint-Rémy, fondée au XVIe siècle, était l'une d'entre elles. Cette abbaye bénédictine, située aux portes sud de la ville, s'étendait sur plusieurs hectares de terre fertile. Ses murs épais de calcaire blanc abritaient une communauté de 60 moines, mais aussi, et c'est là que commence notre histoire, une aile spécialisée dans le soin des âmes, troublées. Officiellement appelée Infirmerie Sainte-Thérèse pour les affections de l'esprit, cette section était réservée aux femmes nobles, souffrant de troubles mentaux, d'hystérie ou de ce que l'époque qualifiait pudiquement de possession démoniaque. L'air de Reims au XVIIIe siècle était lourd du parfum des vignobles environnants, mais aussi de l'encens perpétuel qui s'échappait des nombreuses églises. Dans les ruelles pavées, les sabots résonnaient contre la pierre, tandis que les cloches rythmaient une existence où religion et commerce s'entremêlaient intimement. C'était un monde où la foi servait autant à sauver les âmes qu'à dissimuler les péchés des puissants. Les Montverdi s'étaient établis à Reims en 1690, fuyant les troubles politiques de Florence. Giacomo Monverdi, le patriarche de la famille, avait rapidement compris que dans cette ville de tradition religieuse, la piété affichée ouvrait toutes les portes. En l'espace de 2 décennies, il était devenu l'un des principaux bienfaiteurs de l'abbaye Saint-Rémy, finançant la construction de nouvelles ailes, l'acquisition de manuscrits rares et l'entretien des jardins monastiques. Mais cette générosité apparente cachait un dessein bien plus sombre. L'histoire que nous allons vous révéler commença véritablement en 1718 avec la disparition mystérieuse de Dame Marguerite de Beaumont, épouse du comte Henri de Beaumont, seigneur des terres. De Vercy-Marguerite était une femme remarquable pour son époque, dotée d'une intelligence vive et d'un caractère indépendant. Elle gérait elle-même une partie considérable des finances familiales. Plus troublant encore pour les mentalités de l'époque, elle entretenait une correspondance fournie avec plusieurs philosophes parisiens, s'intéressant aux nouvelles idées qui commençaient à circuler dans les salons éclairés. Cette modernité d'esprit inquiétait profondément son époux, un homme traditionnel et profondément conservateur. Mais ce qui scella vraiment le destin de Marguerite, ce fut sa découverte accidentelle d'un détournement de fonds orchestré par son mari en collaboration avec certains membres de la famille Montverdi. Le 15 novembre 1718, par une froide matinée d'automne, Marguerite se rendit comme à son habitude, dans le bureau de son époux pour réviser les comptes du domaine. C'est là qu'elle découvrit, dissimulée derrière une pile de documents anodins, une correspondance compromettante entre Henri de Beaumont et Lorenzo Monverdi, le fils aîné de Giacomo. Les lettres révélaient être un système complexe de faux, contrats et de transactions fictives qui permettaient aux 2 hommes de détourner les revenus des terres de Beaumont vers des comptes secrets gérés par la famille Montverdi. L'argent était ensuite prêté à des taux usuraires à d'autres nobles en été, créant un réseau d'influence et de chantage
qui s'étendait sur toute la région champenoise. Marguerite, femme de principe, confronta immédiatement son époux. Selon le témoignage de Marie Dubois, la femme de chambre qui servait la famille depuis 15 ans, la dispute qui s'ensuivit fut d'une violence inouïe. On entendit des cris, des objets qui se brisaient, puis un silence inquiétant. Le lendemain matin, Henri de Beaumont annonça à ses domestiques que son épouse était tombée gravement malade pendant la nuit. Elle souffrait, expliqua-t-il d'un air sombre, de crises d'hystérie et de visions démoniaques. Il avait pris la douloureuse décision de la confier aux soins spécialisés de l'abbaye Saint-Rémy, où les moines sauraient exorciser les démons qui possédaient son âme. Les semaines qui suivirent le départ de Marguerite furent marquées par un étrange silence. Les domestiques du château de Beaumont, habitués aux éclats de voix et aux rires de leur maîtresse, évoluaient désormais dans une atmosphère feutrée et oppressante. Henri de Beaumont avait interdit toute mention du nom de son épouse et avait renvoyé Marie Dubois, prétextant qu'elle répandait des rumeurs malveillantes sur la famille. Dans Reims, quelques âmes sensibles s'inquiétaient du sort de dame Marguerite. Madame de Pertuis, une amie proche qui partageait sa passion pour la lecture, tenta à plusieurs reprises de lui rendre visite à l'abbaye. Chaque fois, elle se heurta à un refus poli, mais ferme. Dame Marguerite était dans un état trop fragile pour recevoir des visites. Les prières et l'isolement étaient les seuls remèdes à son mal. Pourtant, des rumeurs troublantes commençaient à circuler. Un matin, Jacques Lemercier, un marchand de vin qui livrait régulièrement l'abbaye, jura avoir entendu des gémissements féminins s'échapper d'une fenêtre grillagée du bâtiment de l'infirmerie. Quand il en fit part au frère portier, celui-ci lui expliqua que les femmes soignées dans cette aile souffraient parfois de crises nocturnes terrifiantes, et que leurs cris étaient hélas la preuve que les démons luttaient contre les prières des saints hommes. Au fil des mois, d'autres disparitions similaires furent signalées dans la région. Madame Clotilde de Montmorency, épouse d'un riche propriétaire terrien, fut également conduite à l'infirmerie Sainte-Thérèse, après avoir, selon son mari, chopé une obsession malsaine pour les idées révolutionnaires qui commençaient à germer dans certains esprits. Dame Isabelle de la Rochefoucauld suivit quelques mois plus tard, officiellement victime d'une dépression mélancolique suite à la mort de son père, mais officieusement coupable d'avoir contesté publiquement les décisions financières de son époux. À chaque fois, le même schéma se répétait qu'une femme noble dotée d'un caractère fort et d'une certaine indépendance d'esprit se retrouvait en conflit avec son mari ou sa famille au sujet de questions d'argent, d'héritage ou d'influence. Quelques jours plus tard, elle développait mystérieusement des troubles mentaux qui nécessitaient un internement à l'abbaye Saint-Rémy. Ce qui était plus troublant encore, c'est que ces internements coïncidaient toujours avec des transferts de propriété ou des changements dans les testaments familiaux. Les époux ou les héritiers mâles récupéraient soudainement le contrôle total des biens, souvent avec l'aide financière et juridique de la famille Montverdi. Si cette coïncidence vous donne des frissons, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il se passait réellement dans cette abbaye. En 1725, 7 ans après la disparition de dame Marguerite de Beaumont, l'abbaye Saint-Rémy accueillit une nouvelle religieuse, sœur Marie-Angélique de la Compassion. De son vrai nom, Catherine Moreau, cette jeune femme de 28 ans était la fille d'un apothicaire parisien. Dotée d'une solide éducation et d'un sens aigu de l'observation, elle avait choisi la vie religieuse non par mysticisme exalté, mais par vocation sincère au service des plus démunis. Son arrivée à Reims ne passa pas inaperçue. Contrairement aux autres sœurs qui servaient à l'abbaye, Catherine possédait des connaissances approfondies en médecine et en pharmacie, héritées de son père. L'abbé d'homme, Bernard de Montcalm, qui dirigeait l'établissement, décida rapidement de l'affecter à l'infirmerie Sainte-Thérèse, où ses compétences seraient particulièrement utiles.
Catherine découvrit rapidement que l'infirmerie était un monde à part dans l'abbaye. Située dans l'aile ouest du complexe monastique, elle était séparée du reste des bâtiments par une haute muraille percée d'une seule porte, constamment gardée par le frère Antoine Durmont, un ancien soldat reconverti dans la vie religieuse. L'accès était strictement contrôlé, et même les moines de l'abbaye avaient besoin d'une autorisation spéciale pour s'y rendre. Le bâtiment lui-même était d'une austérité saisissante. Construit en pierre calcaire grise, il comptait 3 étages aux fenêtres étroites et grillagées. Au rez-de-chaussée se trouvaient les salles communes, un réfectoire, une chapelle miniature et quelques cellules pour les cas les moins graves. Le premier étage abritait les chambres individuelles pour les patientes qui nécessitaient un isolement complet. Quant au deuxième étage, Catherine apprit qu'il était réservé aux cas désespérés, celles qui ne guériraient jamais, et devaient être tenues à l'écart de la société pour le restant de leurs jours. Dès ses premiers jours de service, Catherine fut frappée par l'atmosphère oppressante qui régnait dans l'infirmerie, contrairement aux hospices parisiens qu'elle avait connus où les malades étaient de soignés, dans un environnement certes précaire, mais empreint d'humanité. Ici régnait un silence de mort. Les femmes internées évoluaient comme des fantômes, le regard vide, parlant à peine, même entre elles. Plus troublant encore, Catherine remarqua rapidement que la plupart des patientes ne présentaient aucun signe évident de maladie mentale. Certes, elles semblaient toutes profondément déprimées et apathiques, mais leurs conversations, quand elles parvenaient à les encourager à parler, révélaient des esprits parfaitement lucides et cohérents. Dame Éléonore de Brissac, internée depuis 4 ans pour délire mystique, se révèle à être une femme d'une culture remarquable, capable de réciter de mémoire des passages entiers de Molière et de discuter avec finesse de philosophie morale. Madame Jeanne de Polignac, officiellement souffrant de mélancolie chronique, possédait une connaissance approfondie de la botanique, et avait même rédigé, avant son internement, un traité sur les propriétés médicinales des plantes de champenoise. Mais le cas qui troubla le plus Catherine fut celui de dame Marguerite de Beaumont elle-même. Après 7 années d'internement, cette femme qui devait maintenant approcher la 50aine conservait une dignité et une présence d'esprit remarquables. Quand Catherine réussit enfin à gagner sa confiance, Marguerite lui révéla la véritable raison de sa présence à l'infirmerie. Un soir de février 1726, alors que la neige tombait silencieusement sur les toits de l'abbaye, dame Marguerite confia à Catherine le secret qui avait scellé son destin. Dans le petit jardin clos de l'infirmerie, à l'abri des oreilles indiscrètes, elle raconta comment elle avait découvert le réseau de corruption qui unissait son mari à la famille, Montverdi. Mais ce qu'elle révéla ensuite dépassa tout ce que Catherine avait pu imaginer. Le détournement de fonds n'était que la partie visible d'un système beaucoup plus vaste et plus sinistre. Les Montverdi ne se contentaient pas de voler l'argent des familles nobles. Ils s'appropriaient littéralement leurs femmes. Voici comment fonctionnait leur stratagème diabolique, quand une épouse ou une héritière devenait gênante, soit parce qu'elle découvrait leur magouille, soit parce qu'elle s'opposait à leurs projets, soit simplement parce qu'elle possédait des biens qu'ils convoitaient. Les Montverdi orchestraient son internement à l'infirmerie Sainte-Thérèse. Avec la complicité de médecins corrompus, ils fournissaient de faux certificats attestant de troubles mentaux graves nécessitant un isolement prolongé. Une fois internée, la femme était légalement considérée comme incapable. Ses biens passaient automatiquement sous le contrôle de son mari, de son fils aîné ou de son plus proche parent masculin. Dans la plupart des cas, ces hommes étaient soit complices du système, soit contraints d'accepter par chantage ou par endettement. Mais le plus atroce, c'est que beaucoup de ces femmes n'étaient jamais destinées à ressortir de l'infirmerie. Pour maintenir le secret du système, les Montverdi avaient développé une méthode d'élimination lente et discrète. Les patientes les plus dangereuses, celles qui risquaient de parler ou qui possédaient des informations compromettantes,
recevait des traitements spéciaux. Frère Mathieu Leblanc, l'infirmier en chef de l'établissement, était en réalité un ancien apprenti apothicaire chassé de Paris. Pour pratiques douteuses, sous couvert de soins médicaux, il administrait aux femmes désignées des doses progressivement croissantes d'opium et de diverses substances toxiques. La mort arrivait lentement, sur plusieurs mois, et pouvait facilement être attribuée à la maladie mentale ou à la mélancolie. Catherine écouta ce récit avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Comment un tel système avait-il pu fonctionner pendant des années sans que personne ne s'en aperçoive? Comment les autorités civiles et religieuses pouvaient-elles fermer les yeux sur de telles atrocités? La réponse était aussi simple qu'effrayante. La corruption touchait tous les niveaux de la société rémoise. L'abbé, Dom, Bernard, de Montcalm recevèrent des donations généreuses de la famille Montverdi en échange de son silence. Le lieutenant général de police, Pierre de Chamilly, avait ses propres dettes remboursées par leurs soins. Plusieurs juges du bailliage possédaient des parts dans les entreprises de commerciales dirigées par Lorenzo Montverdi. Même l'évêque de Reims, Monseigneur de Rouen-Soubise, entretenait avec eux des relations financières troubles. C'était un réseau parfaitement huilé, où chaque participant avait intérêt à maintenir le silence, et les rares voix qui tentaient de s'élever étaient rapidement réduites au silence par des moyens plus ou moins brutaux. Catherine commença à comprendre dans quel piège mortel elle était tombée. En tant que témoin de ce système, elle devenait elle-même une menace. Il lui fallait agir, mais avec une prudence absolue. Les semaines suivantes, Catherine mena sa propre enquête discrète au sein de l'infirmerie, profitant de sa position d'autorité relative en tant que sœur infirmière. Elle commença à fouiller dans les archives médicales de l'établissement. Ce qu'elle découvrit, dans les caves voûtées qui servaient de réserve aux documents, la glace d'épouvante. Dans des coffres poussiéreux, elle trouva des centaines de dossiers médicaux soigneusement falsifiés. Pour chaque femme internée, il existait deux versions de son histoire. Le dossier officiel, consulté par les familles et les autorités, qui décrivait des troubles mentaux progressifs et des traitements appropriés. Et le dossier secret, qui révélait la véritable raison de l'internement et les instructions concernant le sort à réserver à la patiente. Dame Marguerite de Deux. Beaumont était classé « danger permanent ». Élimination l'entrecommandée. Dame Clotilde de Montmorency portait la mention « possède informations compromettantes sur réseau Dijon. Traitement définitif nécessaire ». Quant à Dame Isabelle de la Rochefoucauld, son dossier indiquait simplement « héritage 50 000 livres ». Maintenir internement jusqu'à décès naturel, mais le plus horrifiant restait à découvrir. Dans un recoin sombre de la cave, Catherine tomba sur un registre relié de cuir noir qui portait le titre « Innocente 2 », registre Sainte-Thérèse, pieuse défunte. À l'intérieur, 53 noms de femmes, avec leur date d'entrée et de rappel à Dieu. Toutes étaient mortes entre 1718 et 1725. Tout avait été enterré dans le plus grand secret, dans les fondations même de l'infirmerie, pour éviter la propagation de leurs troubles mentaux aux autres fidèles, selon la note explicative rédigée de la main de Dom Bernard de Montcalm. Catherine réalisa avec horreur qu'elle marchait littéralement sur un cimetière clandestin. Sous les dalles de pierre de l'infirmerie reposaient des dizaines de femmes qui avaient eu le malheur de gêner les ambitions de la famille Montverdi. Mais son enquête lui révéla un détail encore plus sinistre. Parmi les noms du registre mortuaire, elle reconnut plusieurs femmes qu'elle avait vues dans l'infirmerie au cours des dernières semaines. Dame Éléonore de Brissac était officiellement décédée en 1723. Pourtant, Catherine lui avait parlé la semaine précédente. Madame Jeanne de Polignac était censée avoir rejoint le royaume des cieux en 1724, mais elle continuait à soigner les roses du petit jardin. La vérité était encore plus monstrueuse que ce qu'elle avait imaginé. Les Montverdi
falsifiait même les certificats de décès. Certaines femmes étaient déclarées mortes, alors qu'elles vivaient encore privées pour toujours de leur identité légale, devenues des fantômes juridiques condamnés à finir leurs jours dans l'ombre de l'infirmerie. Cette découverte marquait un tournant dans l'enquête de Catherine. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus agir seule. Il lui fallait trouver des alliés à l'extérieur de l'abbaye, des personnes assez puissantes pour défier le réseau de corruption des Montverdi. En mars 1726, Catherine prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle rédigea une longue lettre détaillée à l'intention de Monseigneur Charles-Antoine de la Roche-Aymon, archevêque de Narbonne et aumônier du roi Louis XV. Cet homme, réputé pour son intégrité et son indépendance vis-à-vis des intrigues locales, lui semblait être le seul capable d'intervenir efficacement. Dans sa lettre, Catherine décrivait minutieusement le système d'internement abusif, les falsifications de documents médicaux, les décès suspects et les sépultures de clandestines. Elle joignait à son courrier des copies de plusieurs dossiers secrets qu'elle avait réussi à subtiliser des archives. Pour faire parvenir cette missive à destination, sans éveiller les soupçons, Catherine fit appel à Pierre Rousseau, un marchand ambulant qui approvisionnait l'abbaye en denrées diverses. Cet homme simple mais honnête avait toujours montré de la compassion envers les femmes internées, glissant parfois quelques douceurs ou quelques nouvelles du monde extérieur. Pierre accepta de transmettre la lettre, mais il insista pour que Catherine prenne des précautions supplémentaires. Il avait lui-même remarqué l'étrange comportement de certains responsables de l'abbaye et soupçonnait que leurs conversations étaient parfois espionnées. 3 semaines après l'envoi de la lettre, Catherine n'avait reçu aucune réponse. Elle commença à s'inquiéter, d'autant plus que l'attitude de ses supérieurs semblait avoir changé à son égard. Dom Bernard de Montcalm, habituellement cordial, se montrait désormais distant et méfiant. Frère Mathieu Leblanc, l'infirmier en chef, lui posait des questions insidieuses sur ses activités et ses conversations avec les patientes. Le 15 avril 1726, Catherine comprit que sa lettre n'était jamais arrivée à destination. Pire encore, elle soupçonna qu'elle avait été interceptée et que sa tentative de dénonciation était maintenant connue de ses ennemis. Cette nuit-là, alors qu'elle se rendait comme à son habitude à la chapelle pour les vêpres, Catherine fut abordée par Pierre Rousseau. Le marchand était livide et tremblait de tous ses membres. Il lui apprit qu'il avait été arrêté, la semaine précédente, par les hommes du lieutenant de police sous prétexte de contrebande. Pendant sa détention, on l'avait interrogé longuement sur ses relations avec l'abbaye et ses conversations avec les religieuses. On avait fouillé ses affaires et confisqué plusieurs lettres qu'il transportait pour diverses personnes. Pierre n'avait été libéré qu'après avoir promis de rapporter fidèlement tout ce que lui diraient les membres. Du clergé de Saint-Grémy, il était maintenant devenu, bien malgré lui, un espion au service des Montverdi. Catherine réalisa qu'elle était désormais en grand danger. Son réseau de communication avec l'extérieur était compromis, et ses ennemis savaient qu'elle possédait des informations dangereuses. Il ne lui restait plus qu'une solution: rassembler le maximum de preuves matérielles et tenter de s'échapper de l'abbaye pour aller porter ses accusations directement devant les autorités royales à Paris. Et jours qui suivirent cette révélation furent parmi les plus terrifiants de la vie de Catherine. Elle sentait sur elle le poids constant de regards hostiles et soupçonneux. Frère Mathieu Leblanc ne la quittait plus des yeux, prétextant vouloir l'aider dans ses tâches difficiles. Dom Bernard de Montcalm multipliait les visites impromptues à l'infirmerie, posant des questions apparemment anodines, mais qui révélaient une surveillance systématique de ses activités. Plus inquiétant encore, Catherine remarqua que plusieurs des femmes internées, avec lesquelles elle avait établi des relations de confiance, montrèrent des signes d'empoisonnement lent. Dame Marguerite de Beaumont, en particulier, avait développé une toux persistante et des tremblements dans les mains. Ses yeux, autrefois vifs et intelligents,
commençait à se voiler d'une brume étrange. Quand Catherine tenta de s'opposer au traitement spécial que frère Mathieu administrait à Marguerite, elle se heurta à un refus catégorique, appuyé par l'autorité de dame Bernard. Pire encore, on lui fit comprendre clairement que son rôle était d'obéir aux instructions médicales, non de les contester. C'est à ce moment-là que Catherine comprit qu'elle assistait en temps réel à l'élimination de dame Marguerite. Les Montverdi avaient décidé de supprimer définitivement celle qui possédait le plus d'informations compromettantes sur leur système. Face à cette situation désespérée, Catherine prit une résolution extrême. Dans la nuit du 2 mai 1726, elle descendit une dernière fois dans les caves de l'infirmerie pour rassembler toutes les preuves qu'elle pourrait emporter. Elle vola plusieurs dossiers secrets, le registre mortuaire et même quelques échantillons des médicaments utilisés par frère Mathieu. Mais son plan s'effondra avant même qu'elle ait pu le mettre à exécution. Alors qu'elle remontait, des caves, une chandelle à la main et un sac de documents sur l'épaule, elle se retrouva face à face avec dom Bernard de Montcalm et 3 hommes qu'elle ne reconnut pas. « Ma chère sœur Marie-Angélique, dit l'abbé d'une voix glaciale, il semble que vous souffriez vous aussi de troubles de l'esprit. Ces vols nocturnes, ces divagations sur de prétendus complots, tout cela ressemble fort aux symptômes que nous soignons ici même. » Catherine comprit immédiatement qu'elle venait de tomber dans le même piège que toutes celles qu'elle avait voulu sauver. Les 3 hommes qui accompagnaient dom Bernard étaient visiblement des sbires de la famille Montverdi, venus s'assurer que la religieuse indiscrète ne causerait plus jamais de problème. Ce qui se passa ensuite dans les caves de l'abbaye Saint-Rémy reste l'un des épisodes les plus dramatiques de cette sombre histoire. Face aux 4 hommes qui l'encerclaient, Catherine prit une décision qui témoignait autant de son courage que de son désespoir. Elle refusa de se laisser faire sans combattre. « Messieurs, dit-elle d'une voix ferme malgré sa terreur, je sais parfaitement qui vous êtes et ce que vous avez fait. Je sais aussi que vous comptez me faire subir le même sort qu'aux 53 femmes enterrées sous nos pieds. Mais sachez que d'autres personnes sont au courant de vos crimes et que ma disparition ne fera que confirmer leurs soupçons. » Cette affirmation était un bluff désespéré, mais elle produisit les faits escomptés. Dom Bernard et ses complices échangèrent des regards inquiets. Ils ne pouvaient pas prendre le risque que Catherine ait réellement constitué un réseau de complices à l'extérieur de l'abbaye. Lorenzo Montverdi, car c'était lui le chef du groupe, fit un pas en avant. Cet homme d'une 50aine d'années, au regard froid et calculateur, était le véritable cerveau du système d'internement abusif. Il étudia Catherine avec l'attention d'un prédateur jugeant sa proie. « Ma chère sœur, dit-il finalement, vous vous faites des idées bien romanesques sur notre établissement. Nous nous contentons de soigner des femmes malades avec l'accord de leur famille et sous l'autorité de l'Église. Si certaines meurent, c'est hélas parce que leur maladie était incurable. Quant à ces documents que vous prétendez avoir trouvés, ils ne sont que le fruit de votre imagination perturbée. » Tout en parlant, Lorenzo faisait signe à ses hommes de se rapprocher de Catherine. Elle comprit qu'ils allaient tenter de la maîtriser pour la faire taire définitivement. C'est à ce moment précis que se produisit un événement qui bouleversa le cours des choses. Des bruits de pain précipités résonnèrent dans l'escalier menant aux caves, suivis de voix autoritaires qui ordonnaient d'ouvrir au nom du roi. Un groupe d'une dizaine d'hommes en armes, conduit par un officier des gardes françaises, fit irruption dans la cave. À leur tête marchait un personnage que Catherine reconnut immédiatement. Monseigneur Charles-Antoine de la Roche-Estimon, l'archevêque de Narbonne, à qui elle avait écrit. La lettre de Catherine était bel et bien arrivée, à destination, mais par un chemin détourné. Pierre Rousseau, le marchand ambulant, avait été plus malin que ses geôliers ne l'avaient recru. Avant de remettre la missive aux autorités locales, comme on le lui avait ordonné,
il en avait fait réaliser une copie par un écrivain public de Reims. Cette copie avait été acheminée vers Paris par un autre réseau de marchands et avait, finalement, atteint l'archevêque. Monseigneur de la Roche-Estimon avait immédiatement compris la gravité des accusations portées par Catherine. Mais plutôt que d'alerter les autorités locales qu'il soupçonnait d'être corrompues, il s'était adressé directement au ministre de la Justice du roi, le chancelier d'Aguesseau. Celui-ci avait ordonné une enquête secrète, menée par des hommes sûrs, venus spécialement de Paris. L'arrivée des enquêteurs royaux dans les caves de l'abbaye créa un moment de stupeur absolue. Lorenzo Monverdi et Dom Bernard, pris en flagrant délit de tentative d'intimidation, ne purent que balbutier des explications incohérentes. Les documents que Catherine tenait encore dans ses mains constituaient des preuves accablantes qu'il était désormais impossible de nier ou de détruire. Monseigneur de la Roche-Estimon examina rapidement les registres falsifiés et le livre mortuaire clandestin. Son visage se durcit à mesure qu'il prenait conscience de l'ampleur du scandale. « Messieurs, dit-il d'une voix tonnante qui résonna dans les voûtes de pierre, au nom de Sa Majesté Louis XV et de la Sainte Église catholique, je vous arrête pour enlèvement, séquestration, falsification de documents, assassinat et profanation de sépulture. Que Dieu ait pitié de vos âmes, car la justice des hommes sera impitoyable. » Ce qui suivit cette arrestation spectaculaire dépassa en horreur tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Guidés par Catherine et armés du registre mortuaire, ils entreprirent de fouiller systématiquement les fondations de l'infirmerie Sainte-Thérèse. Les premiers corps furent découverts dès le lendemain. Enterrés dans des fosses peu profondes, creusés à même la terre battue des caves. Contrairement aux sépultures chrétiennes traditionnelles, ces femmes avaient été jetées pêle-mêle dans des trous, souvent plusieurs ensemble, sans cercueil ni linceul. Beaucoup portaient encore les restes de leurs vêtements de soie, témoignage poignant de leur rang social d'origine. L'état de conservation de certains corps permit aux médecins légistes dépêchés de Paris d'établir les causes du décès. Dans la majorité des cas, ils trouvèrent des traces d'empoisonnement lent par l'arsenic et l'opium, confirmant les accusations de Catherine concernant les traitements administrés par frère Mathieu Leblanc. Mais la découverte la plus bouleversante eut lieu le 3e jour des fouilles. Dans une cave plus profonde, située sous la chapelle de l'infirmerie, les enquêteurs mirent au jour une chambre secrète, aménagée dans la roche calcaire. Cette pièce, accessible uniquement par un passage dissimulé derrière l'autel, avait servi de prison particulière pour les femmes les plus dangereuses. Les murs de cette geôle souterraine portaient des inscriptions gravées à même la pierre par les prisonnières. Certaines avaient écrit leur nom, d'autres des prières désespérées, d'autres encore des accusations directes contre leur geôlier. Une inscription, gravée d'une main tremblante près de l'entrée, résumait toute l'horreur du lieu. Ici meurent les femmes qui ont osé dire la vérité. Dans cette même chambre, les fouilleurs découvrirent les restes de 8 femmes enchaînées au mur. Elles avaient manifestement été abandonnées là, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Parmi elles, les enquêteurs identifièrent Dame Charlotte de Bourbon-Condé, une cousine éloignée de la famille royale qui avait officiellement disparu en pèlerinage en 1721, mais qui avait en réalité tenté de dénoncer la corruption de certains nobles de la région. Le procès qui s'ouvrit à Paris en septembre 1726, devant le Parlement de la capitale, fut l'un des scandales judiciaires les plus retentissants du règne de Louis XV. Pour éviter que l'affaire ne compromette la réputation de l'Église et de la noblesse, les autorités royales tentèrent dans un premier temps de limiter la publicité des débats. Mais l'ampleur des révélations rendit rapidement impossible tout effort de dissimulation. Lorenzo Monverdi, confronté aux preuves accablantes réunies contre lui, tenta d'abord de nier sa culpabilité. Puis, face à l'évidence,
il adopta une stratégie de défense aussi cynique qu'éclairante. Il affirma que son système d'internement abusif répondait à une demande sociale réelle. « Messieurs les juges, déclara-t-il lors de sa déposition, je n'ai fait que rendre service à des familles honorables, embarrassées par des épouses ou des filles indociles. Dans une société chrétienne bien ordonnée, il est naturel que les hommes contrôlent les biens et que les femmes obéissent. Celles qui troublent cet ordre naturel causent plus de mal à la société que mon humble commerce. » Cette déclaration provoqua un tollé dans la salle d'audience, mais elle révéla aussi la mentalité qui avait rendu possible l'existence du réseau criminel. Lorenzo Monteverdi n'était pas un monstre isolé. Il était le produit d'une époque où la condition féminine permettait de tels abus d'hommes. Bernard de Montcalm adopta une ligne de défense différente, tentant de se présenter comme une victime manipulée par des forces qui le dépassaient. Il affirma avoir été contraint d'accepter le système de Lorenzo sous la menace de ruine financière pour son abbaye. Ses dettes de jeu, habilement exploitées par les Monteverdi, l'avaient rendu vulnérable au chantage. Quant à frère Mathieu Leblanc, l'infirmiera sa saint. Il ne manifesta aucun remords pour ses crimes. Au contraire, il revendiqua ses actes avec un fanatisme glaçant. Ces femmes étaient possédées par le démon de l'orgueil et de la désobéissance. En les délivrant de leur corps, je libérerai leurs âmes pour qu'elles puissent accéder au paradis. J'ai accompli une œuvre pillée. L'enquête révéla progressivement l'étendue du réseau de corruption qui avait permis au système des Monteverdi de fonctionner pendant près d'une décennie. Pas moins de 23 personnalités de la région rémoise furent impliquées à des degrés divers dans le scandale. Le lieutenant-général de police Pierre de Chamy fut démis de ses fonctions et exilé dans ses terres normandes après qu'on eut découvert qu'il avait reçu plus de 15 000 livres de la famille Monteverdi en échange de son silence. Plusieurs juges du bailliage furent également écartés, leurs décisions concernant les internements étant systématiquement révisées. Plus surprenant encore, l'enquête révéla que le système des Monteverdi n'était pas unique en son genre. Des réseaux similaires, quoique de moindre ampleur, existaient dans d'autres régions de France. À Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, des familles de financiers avaient développé des méthodes comparables pour s'approprier les biens de femmes. Gênante. Cette découverte provoqua une vague d'enquête dans tout le royaume. Entre 1726 et 1730, plus de 200 cas d'internement abusif furent recensés et révisés. Beaucoup de femmes officiellement décédées furent retrouvées vivantes dans des institutions religieuses ou des maisons de santé privées. L'affaire eut également des répercussions importantes sur la législation française. En 1729, un édit royal réforma les procédures d'internement pour troubles mentaux, exigeant désormais l'avis concordante de 3 médecins indépendants et l'autorisation d'un magistrat pour toute séquestration de plus de 3 mois. Pendant que se déroulait le procès des responsables, une question cruciale se posait. Que faire des femmes qui avaient survécu aux horreurs de l'infirmerie Sainte Thérèse, dame Marguerite de Beaumont, dont l'empoisonnement lent avait été interrompu à temps, put être soignée et retrouva progressivement sa santé. Mais sa réintégration dans la société se révéla plus complexe que prévu. Son mari, Henri de Beaumont, avait entre-temps dilapidé la majeure partie de ses biens et contracté de nouvelles dettes. Officiellement veuve depuis 8 ans, il avait même entamé des négociations matrimoniales avec une riche héritière de Troyes. La résurrection légale de Marguerite créa une situation juridique inédite qui passionna les juristes de l'époque. Comment traiter le cas d'une femme officiellement décédée qui revenait réclamer ses droits? Son mariage était-il toujours valide? Ses biens avaient-ils été légalement transmis? Il fallut l'intervention personnelle du roi Louis XV pour trancher ces questions épineuses. Un arrêt royal de 1727 annula rétroactivement tous les actes juridiques pris pendant l'internement abusif de Marguerite
et ordonna la restitution intégrale de ses biens. Quant à son mariage, il fut déclaré dissous en raison de la participation active d'Henri de Beaumont au complot. Les autres survivantes connurent des sorts divers. Certaines, comme Dame Éléonore de Brissac, réussirent à récupérer leurs biens et à reconstruire leur vie. D'autres, traumatisées par des années de captivité, choisirent de se retirer dans des couvents véritables pour finir leurs jours dans la prière et la méditation. Le cas le plus tragique fut celui de Madame Jeanne de Polignac. Les années d'empoisonnement lent avaient définitivement altéré sa santé mentale. Bien que libérée de l'infirmerie, elle ne parvint jamais à retrouver sa lucidité d'antan et mourut dans un hospice parisien en 1731, victime ultime du système criminel des Montverdis. En février 1727, après 6 mois de débats, le Parlement de Paris rendit son verdict dans l'affaire de l'infirmerie Sainte-Thérèse. Les peines prononcées témoignaient de la gravité exceptionnelle des crimes commis. Lorenzo Monverdi fut condamné à mort pour assassinat, multiples enlèvements et constitution d'associations de malfaiteurs. Il fut exécuté en place de Grève. Le 18 mars 1727, devant une foule considérable venue assister au châtiment du marchand de femmes, comme l'avaient surnommé les pamphlets parisiens. Dom Bernard de Montcalm échappa à la peine capitale en raison de son statut ecclésiastique, mais fut condamné à la prison à vie dans la forteresse de Vincennes. Il y mourut en 1734, rongé par le remords et la folie. Frère Mathieu Leblanc fut rompu vif en place publique, supplice réservé aux crimes les plus atroces. Ces dernières paroles, rapportées par les chroniqueurs de l'époque, furent pour, mais qu'il ne regrettait rien et que ses victimes avaient de mériter leur sort. Les complices mineurs du réseau reçurent des peines de prison ou d'exil, selon leur degré d'implication. Plusieurs familles nobles furent ruinées par les restitutions ordonnées par la justice et les amendes infligées. Catherine Moreau, devenue sœur Marie-Angélique de la Compassion, émergea de cette épreuve, transformée à jamais. Son courage et sa détermination avaient permis de révéler l'une des conspirations criminelles les plus monstrueuses de l'Ancien Régime. Mais le prix payé était lourd. Traumatisée par ce qu'elle avait vécu et vu, Catherine ne put jamais reprendre une vie religieuse normale. Elle quitta les ordres en 1728 et se consacra désormais à une mission personnelle. Parcourir la France pour identifier et dénoncer d'autres cas d'internements abusifs. Financée par les dommages et intérêts accordés par la justice royale, Catherine créa un réseau informel de surveillance des institutions psychiatriques et religieuses. Pendant plus de 20 ans, elle enquêta sur des dizaines de cas suspects, parvenant à libérer plusieurs femmes injustement séquestrées. Ses mémoires, publiées en 1748 sous le titre « Les martyrs de l'infirmerie Sainte-Thérèse », devinrent un témoignage de référence sur les abus de pouvoir de l'Ancien Régime. L'ouvrage, interdit par la censure royale, mais largement diffusé sous le manteau, contribua à alimenter les critiques contre l'arbitraire et l'injustice sociale qui préparaient intellectuellement la Révolution française. Malgré son retentissement, à l'époque, l'affaire de l'infirmerie Sainte-Thérèse fut progressivement occultée par les autorités. Les archives du procès furent classées secrètes, les témoignages des survivantes découragées, les mémoires de Catherine interdites. Cette volonté d'effacement s'expliquait par les implications politiques et sociales du scandale. Reconnaître officiellement l'existence du réseau Monverdi revenait à admettre que les institutions de l'Ancien Régime, justice, police, église, étaient gangrenées par la corruption. C'était aussi remettre en question le statut juridique des femmes et l'autorité patriarcale sur laquelle reposait l'ordre social. L'abbaye Saint-Rémy elle-même fut discrètement fermée en 1730, officiellement pour rénovation nécessaire. En réalité, les bâtiments de l'infirmerie furent détruits et remplacés par des jardins. Quand l'abbaye rouvrit en 1735,
aucune trace visible ne subsistait du lieu où tant de femmes avaient une souffert et péri. Les archives ecclésiastiques relatives à l'affaire disparurent mystérieusement lors d'un incendie accidentel survenu en 1741. Les registres civils de la région furent réorganisés, effaçant toute mention des femmes impliquées dans le scandale. Cette entreprise de dissimulation fut si efficace qu'en 1789, au moment de la Révolution française, seuls quelques érudits se souvenaient encore de l'affaire Monverdi. Les révolutionnaires, qui s'emparèrent des archives de l'Ancien Régime, ne trouvaient que des documents fragmentaires et des références cryptées au scandale de Reims. C'est finalement la Révolution française qui permit la redécouverte partielle de cette histoire oubliée. En 1789, quand les biens du clergé furent nationalisés, les nouveaux propriétaires de l'ancien domaine de l'abbaye Saint-Rémy entreprirent des travaux de terrasse et de la Révolution. Ils ont pu construire une manufacture textile. C'est ainsi qu'ils découvrirent, dans les fondations de l'ancienne infirmerie, les 53 squelettes mentionnés au début de notre récit. Mais contrairement à ce que crurent les ouvriers de l'époque, ces corps n'étaient pas ceux de victimes de la Révolution. Ils témoignaient d'un crime bien antérieur, perpétré au nom de l'ordre et de la tradition. Les autorités révolutionnaires tentèrent d'exploiter cette découverte pour alimenter leurs propagandes anticléricales. Mais l'histoire était trop complexe, trop ambiguë pour servir efficacement leurs objectifs politiques. Les véritables responsables étaient morts depuis longtemps, et les victimes appartenaient à cette même noblesse que la Révolution combattait. Le rapport officiel sur la découverte, rédigé par le citoyen Fouché, alors administrateur du district de Reims, fut expédié aux archives nationales et y disparut dans l'océan des documents révolutionnaires. Il ne fut retrouvé qu'en 1987, lors d'un classement de fonds d'archives, par un historien qui travaillait sur toute autre chose. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après les événements, que reste-t-il de cette histoire? L'emplacement de l'ancienne abbaye Saint-Rémy est occupé par un quartier résidentiel moderne de Reims. Aucune plaque ne commémore les femmes qui y périrent. Aucun monument ne rappelle le courage de sœur Marie-Angélique. Pourtant, pour qui sait regarder, des traces subsistent. Dans les archives départementales de la Marne, un chercheur patient peut encore retrouver quelques documents éparses qui évoquent à l'affaire. Dans les registres paroissiaux de certains villages champenois, on trouve des mentions civilines de dames décédées loin de chez elles, dont les familles ont fait dire des messes sans pouvoir récupérer les corps. Plus troublant encore, certaines familles de la région conservent dans leurs papiers de famille des lettres anciennes qui font allusion à des tantes ou grand-mères mortes de mélancolie, dans des circonstances jamais vraiment expliquées. Ces fragments de mémoire familiale, transmis de génération en génération, sont peut-être les derniers échos des drames qui se jouèrent dans l'infirmerie Sainte-Thérèse. L'histoire de la famille Monverdi nous rappelle que la vérité historique ne disparaît jamais complètement. Elle peut être occultée, falsifiée, oubliée, mais elle laisse toujours des traces pour qui prend la peine de les chercher. Et surtout, elle nous enseigne que derrière les façades respectables du pouvoir et de la tradition, peuvent dans se cacher les crimes les plus atroces. En écoutant cette histoire, vous êtes-vous demandé combien d'autres secrets de ce genre dorment encore dans les archives oubliées? Combien de femmes, à travers les siècles, ont payé de leur liberté ou de leur vie le crime d'avoir défié l'ordre établi? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les mystères du passé et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, pensent que la vérité doit toujours triompher du mensonge, même quand elle dérange. Car après tout, qui peut affirmer avec certitude que de tels réseaux n'existent plus aujourd'hui, sous d'autres formes, dans d'autres lieux? L'histoire des Monverdi nous rappelle que la vigilance est le prix éternel de la liberté, et que le silence des victimes ne doit jamais être pris pour leur consentement.
L'affaire de l'infirmerie Sainte-Thérèse demeure l'un des témoignages les plus glaçants de ce dont les hommes sont capables quand ils disposent d'un pouvoir absolu sur leurs semblables. Elle nous rappelle aussi que, parfois, une seule personne courageuse peut suffire à faire écrouler tout un système d'oppression. Sœur Marie-Angélique de la Compassion, de son vrai nom, Catherine Moreau, morte dans l'anonymat à Paris en 1751, n'aura sans doute jamais les honneurs de l'histoire officielle. Mais son nom mérite de ne pas sombrer dans l'oubli, car c'est grâce à des gens comme elle que nous pouvons aujourd'hui raconter cette histoire et nous souvenir que la justice, même tardive, finit toujours par triompher.